Cher Augustin, merci de tes mots chaleureux. Chers amis, mesdames, messieurs, je voulais simplement vous dire mon plaisir d'ouvrir en cette matinée cette nouvelle édition du Paris Finance Forum. Mais tu l'as dit, nous ne sommes évidemment pas dans une période ordinaire. Alors je vais commencer par une bonne nouvelle. Cette année, Paris a de nouveau démontré son dynamisme en se hissant à la 4e place du classement OFEX qui est établi à Paris et à Francfort, le classement des places financières mondiales. Mais ça n'est évidemment pas une année comme les autres pour l'économie mondiale comme pour la finance. Et donc je vais vous proposer d'y faire face avec un homme qui n'est en rien un spécialiste de finance ni même d'économie, c'est le poète allemand Hölderlin. Vous connaissez peut-être cette jolie citation. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. J'évoquerai d'abord 3 menaces avant de nous inviter collectivement à prendre 3 paris gagnants. La première menace, elle est évidemment géopolitique. Amplifiée, alors si tout va bien, on va pouvoir voir le premier slide, le voilà, amplifié par le basculement américain. Économiquement, les perspectives mondiales, mais en premier lieu américaines, sont à l'évidence dégradées par le tournant protectionniste américain et l'imprévisibilité durable de la nouvelle administration. Mais c'est aussi, je veux le souligner, un facteur de moindre stabilité financière, y compris sur les marchés obligataires américains qui n'ont pas joué leur rôle traditionnel de refuge. La confiance dans le dollar comme devise internationale de réserve pourrait en être affectée et le rôle international de l'euro favorisé. Je vous renvoie à un discours tout à fait frappant de Christine Lagarde là-dessus à Berlin il y a 15 jours. Dans ce contexte volatile, un mot sur la politique monétaire. Notre BCE est un pôle de confiance en ayant mené depuis un an une normalisation monétaire réussie, avec 8 baisses de taux successives. J'avais exprimé le souhait dès janvier dernier, alors que nos taux étaient encore à 3%, que nous revenions à 2% d'ici l'été. Eh bien, nous y sommes depuis jeudi dernier, et nous sommes dans la zone favorable que j'appellerais du 2 et 2, une inflation prévue à 2% cette année, c'est notre cible, et un taux directeur à 2%, bien en deçà, on ne le souligne peut-être pas assez, des niveaux américains et britanniques à 4,25. Mais dans un environnement aussi incertain que le nôtre, zone favorable ne veut pas dire zone confortable ni figée. Nous resterons à l'avenir pragmatiques en fonction des données et agiles autant qu'il le faut. La deuxième menace provient des transformations technologiques du secteur financier. Alors, ces transformations créent bien sûr autant d'opportunités que de vulnérabilités. Mais je veux citer 2 domaines critiques, les cryptoactifs et l'intelligence artificielle. Les cryptoactifs reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. C'est le cas en particulier des stablecoins, le plus souvent adossés au dollar, et fortement encouragés par la nouvelle administration américaine. Vous en voyez ici le développement rapide. Opportunité, mais aussi risque sérieux, à la fois de déseuropéanisation et de privatisation de la monnaie. Ces stablecoins n'ont pas encore, en outre, à ce jour, de cadre fédéral robuste aux États-Unis, même si c'est espéré pour le futur proche. Le développement de l'IA est quant à lui décisif et positif pour la productivité. La plupart des estimations estiment les gains entre 0,3% et 1% de productivité par an. Mais ce développement peut contribuer à amplifier les vulnérabilités financières. Par exemple, la concentration du marché de l'IA peut aggraver le risque de dépendance à certains acteurs tiers et l'utilisation, nous le savons, des mêmes types d'outils peut accroître les comportements moutonniers, induisant davantage de volatilité et de procyclicité.
Troisième menace découle des évolutions du système financier lui-même avec le risque de désintermédiation. Alors c'est la fameuse intermédiation financière non bancaire, NBFI en anglais. Elle a contribué pour les 2/3 à, vous le voyez à gauche, à la croissance du secteur financier depuis 2008. Elle représente désormais près de 50% des actifs financiers mondiaux. C'est la courbe noire qui est avec le graphique de gauche. Cette évolution, là aussi, phénomène positif, peut permettre de diversifier les sources de financement de l'économie européenne. Mais ces dernières années, plusieurs épisodes ont mis en évidence les vulnérabilités de la NBFI, trop opaques, très interconnectées et parfois trop leveragées. Vous le voyez à droite, les hedge funds ont une utilisation du levier très augmentée en Europe comme aux États-Unis, et ils représentent désormais plus de 50% des échanges sur le marché secondaire des dettes souveraines européennes. Plus de 50%. Ils peuvent contribuer ainsi à la liquidité des marchés, mais ils sont aussi, en cas de tension, des facteurs d'amplification potentielle de la volatilité. Autre point d'attention, la croissance du crédit privé. En 2024, les actifs sous gestion en Europe y ont atteint 430 milliards d'euros contre 150, 3 fois moins, 10 ans plus tôt, en 2014. Les expositions des banques à ces fonds privés restent difficiles à mesurer précisément par le superviseur et parfois par les banques elles-mêmes, c'est le manque de transparence que je citais, compte tenu aussi des multiples couches de levier dans l'écosystème. Alors, face à ces menaces, j'en viens maintenant à 3 paris potentiellement gagnants, mais paradoxaux. Des paris, parce que rien n'est gagné aujourd'hui, et je veux le dire, notre niveau de jeu collectif européen n'est pas encore à la hauteur, et des paris paradoxaux, car ils supposent de dépasser une forme de tétanie collective face à ces menaces pour les transformer en opportunités. Mes paris, je crois, potentiellement gagnants. Le premier, c'est, et Augustin, tu l'as suggéré dans tes mots positifs, le premier, c'est qu'une réglementation adaptée peut aider à conjuguer innovation et stabilité. Alors, je suis conscient que je viens d'énoncer un oxymore apparent entre innovation et stabilité, mais je crois qu'il se résout dans la durée. Sans confiance, l'innovation ne serait que temporaire. Mais sans innovation, la stabilité financière ne serait qu'immobilisme. Alors, je vais l'illustrer par l'exemple des cryptoactifs. La France et l'Europe ont joué un rôle précurseur en la matière, la création du statut de PSAN en France en 2019, puis l'adoption d'un cadre européen harmonisé autour du règlement MiCA. Ce dernier soutient un développement sûr et durable de la finance tokenisée. Il permet notamment, j'y insiste, d'encadrer les stablecoins en dollars, car leur essor, déjà rapide, qui devrait encore s'accélérer, ne saurait se faire au détriment de la souveraineté monétaire européenne. Alors, face à ce développement rapide, notre première réponse, c'est la fameuse monnaie numérique de banque centrale. Sous ces deux faces, interbancaire et euro numérique de détail, j'en dis un petit mot ce matin. J'ai d'ailleurs souvent saisi l'occasion d'Europlace pour en parler, mais je crois qu'au fur et à mesure, notre connaissance collective du sujet a beaucoup progressé et nous avons avancé. Dans la sphère interbancaire, d'abord, l'Eurosystème plaide pour une offre de règlement tokenisé en monnaie centrale. Nous travaillons à fournir une première solution aux banques et aux marchés financiers début 2026. Je souligne cette date, suivie d'autres étapes. Ces réserves bancaires tokenisées constitueront un actif de règlement sûr et liquide pour les acteurs financiers, actif de règlement nécessaire dans un univers des paiements très dynamique et avec une finance en voie de tokenisation.
Un mot sur la sphère de détail. L'eurosystème se prépare effectivement à émettre un euro numérique. Ce billet numérique plus, qui combine le meilleur du cash et le meilleur du numérique, réduira aussi notre dépendance aux réseaux internationaux, qui représentent 66% des paiements par carte en zone euro. Et je crois que ceci est d'intérêt commun pour l'ensemble des acteurs, y compris bancaires, de la place. La distribution de l'euro numérique s'appuiera sur un partenariat public-privé avec les banques commerciales, et non pas contre elles, je souligne encore une fois cet « avec », et il sera fondé sur un modèle économique équilibré. Alors, parallèlement à cette MNBC, nous devons favoriser l'émergence d'alternatives en euros, qu'il s'agisse de stablecoins en euros, de dépôts tokenisés, de fonds monétaires tokenisés. Ceci mérite, en lien avec les acteurs de marché, un intérêt renforcé des autorités publiques que nous sommes, y compris dans la perspective des usages transfrontières. Nous devons également suivre de façon rapprochée la mise en œuvre de MiCA et réfléchir, je crois, à un règlement MiCA 2 tenant mieux compte de ces nouveaux enjeux de souveraineté. Un mot à propos de la régulation sur la finance non bancaire dont j'ai parlé. Afin de mieux tenir compte des risques liés aux interconnexions du secteur financier, l'ACPR et la Banque de France, conjointement avec l'Autorité des marchés financiers, élaborent cette année un exercice pilote de stress test systémique qui associe les banques, les assureurs et les fonds d'investissement. Cet exercice sera sans visée réglementaire, mais il permettra de mieux comprendre la nature de ces interconnexions et des canaux de propagation. Il a eu lieu en Angleterre sous l'égide de la Banque d'Angleterre l'an dernier, mais il est pionnier en Europe continentale où un tel exercice n'est pas immédiatement envisagé. Deuxième pari paradoxal, l'Europe peut, et j'allais dire et doit, gagner au basculement américain. Nous devons saisir le moment de l'Europe face à ce basculement. Alors, de ce sursaut, nous avons la capacité, à condition que, et je le souligne très fortement ce matin, la capacité à condition que nous en ayons la volonté, fermement et durablement. Disons-le clairement, aujourd'hui, le compte n'y est pas encore. Nous avons le bon diagnostic avec les rapports Draghi que tu as cités et l'État de l'an dernier, puis la stratégie présentée par la commissaire européenne Albuquerque en mars 2025. Mais nous avons besoin pour l'action de ce que j'appelle une mobilisation générale, collective, européenne, selon trois impératifs, trois I, ou, si l'on préfère, la taille multipliée par le muscle, multipliée par la vitesse. C'est au fond le résumé en un slide des 400 pages du rapport Draghi, mais je crois qu'il est fidèle. Premièrement, nous devons intégrer plus le marché unique. Cela signifie miser sur sa taille, qui est équivalente aux États-Unis. Vous le voyez sur le PIB en parité de pouvoir d'achat en bas, en supprimant les trop nombreux obstacles internes qui demeurent. Deuxième I, investir mieux, en priorité dans les innovations de rupture les plus prometteuses, pour échapper à ce que Jean Tirole appelle le piège des technologies intermédiaires. Nos innovations sont trop incrémentales et ceci n'est pas indépendant de nos structures de financement en Europe. Nous devons donc renforcer le muscle financier européen grâce à une véritable union d'épargne et d'investissement. Alors je vais le résumer. L'Europe ne manque ni d'épargne, au contraire, ni de crédit. Elle manque de deux choses. Elle manque d'actifs sûrs et liquides pour attirer les investisseurs internationaux et elle manque de fonds propres pour financer l'innovation.
Il est donc prioritaire, à travers cette UEI, de développer plus largement le financement en fonds propres. Je vous redonne quelques chiffres. Le financement en fonds propres s'élève à 215% du PIB aux États-Unis, contre seulement 88% en zone euro pour les entreprises. Et s'agissant du capital risque, ce qui est à droite, les levées de fonds propres dans l'Union européenne ont été 5 fois moins importantes qu'aux États-Unis sur la décennie passée. Les investisseurs institutionnels pourraient être fédérés en s'inspirant de l'initiative française TIBI ou de sa petite sœur allemande WIN, portée à l'échelle européenne. Des fonds pan-européens devraient être développés avec une nouvelle version de l'initiative Champion technologique européen, ICTE, de la BEI, qui soit ouverte aux investisseurs privés. Troisième I, il faut enfin innover plus vite, avec moins de bureaucratie. C'est la simplification à l'européenne, qui n'est pas la dérégulation à l'américaine. Mais pour maintenant passer des intentions ainsi résumées à l'action, il faut, je crois, une date mobilisatrice. Comme par le passé, Jacques Delors avait su le faire avec le 1er janvier 1993 pour le marché unique, puis le 1er janvier 1999 pour la monnaie unique. Alors à la Commission de proposer cette date, au Conseil européen de la décider, mais pourquoi pas le 1er janvier 2028 ? En tout cas, nous devons changer de vitesse pour sortir plus puissants et plus souverain des années Trump. Je termine par le troisième pari, peut-être le plus évident. La France et Paris sont mieux placés en Europe, dans ce moment de l'Europe. Notre pays, s'il fait face à de lourds défis budgétaires, garde en effet beaucoup d'atouts. Nous l'oublions peut-être parfois dans une forme de morosité nationale. Nos entreprises, d'abord, des plus grandes, aussi nombreuses qu'en Allemagne et rayonnant à l'international, jusqu'aux plus nouvelles. Environ 400 000 nouvelles entreprises ont été créées l'an dernier, soit 30% de plus qu'il y a 10 ans. Ensuite, l'épargne financière brute des Français, qui représente près de 6 400 milliards d'euros et qui fonde la première place des institutions financières françaises en Europe, nous le savons, pour les banques, les gestionnaires d'actifs, les assurances. Enfin, bien sûr, la place financière de Paris que vous représentez. Pour la 6e année consécutive, la France a été le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. Paris est, d'après le Global Tech Index 2025, l'écosystème le plus attractif pour la tech en Europe, devançant Londres, Stockholm et Munich, excusez du peu. J'ajoute que la loi Holroyd de juin 2024 est venue renforcer notre compétitivité post-Brexit, autre succès de la place de Paris, en facilitant les nouvelles introductions en bourse et en soutenant le financement du commerce international. Alors, comme j'ai commencé avec un poète, Hölderlin, je vais conclure, si vous voulez bien, avec Paul Valéry. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Depuis 10 ans, nous avons su tirer les leçons des crises et préserver la stabilité financière. Mais aujourd'hui, l'histoire accélère. L'Europe et la France doivent, elles aussi, accélérer par une réglementation permettant de conjuguer innovation et stabilité, je l'ai dit, et par une mobilisation générale pour construire la souveraineté économique et financière de notre continent 25 ans après sa souveraineté monétaire. La France a l'atout d'avoir le premier secteur financier d'Europe. Alors, de cette accélération, notre pays peut avoir à la fois la solidité et l'ambition. Merci de votre attention et bonne journée Euroblast.